Lorsqu'un mari travailleur, loyal et follement amoureux est surpris par un huissier de justice remettant une notification à sa femme le jour même de son anniversaire, le doute et l'embarras s'emparent de lui. La honte le consume, tandis qu'elle, sans dire un mot, s'enfuit sans laisser de traces. Poussé par la douleur et la soif de réponse, il se lance dans une quête acharnée de vérité, pour finalement découvrir que, pendant tout ce temps, il avait été dupé par la personne qu'il aimait le plus. Astérisque, ma femme infidèle a été notifiée en plein milieu de ma fête d'anniversaire, devant tous nos amis et notre famille. Elle a fui et m'a laissé sans aucune explication astérisque. Eh bien, c'est très inconfortable pour moi de partager mon histoire ici sur ce subreddit, mais j'ai été encouragé par mes enfants et mes amis proches. Alors, je vais commencer par le début, avant de le regretter. Le bruit d'une tondeuse à gazon et d'un taillet fonctionnant simultanément interrompit brutalement mon sommeil ce samedi matin. Un gémissement de l'autre côté du lit indiquait que je n'étais pas le seul dérangé. Darla s'assit et balança ses jambes hors du lit. Elle s'étira et bâilla en même temps. Désolé, Brian. J'ai complètement oublié que les garçons voulaient commencer tôt à travailler dans le jardin pour que tout soit prêt cet après-midi. En se dirigeant vers la salle de bain, elle rejeta en arrière ses cheveux blonds emmêlés par le sommeil. Son dos se dessinait sensuellement à travers sa fine nuisette en coton. Après 20 ans, elle était toujours aussi séduisante. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire. C'était une tradition d'organiser un barbecue et d'inviter tout le monde. Bon, ce n'était pas si excessif que ça, juste la famille, les amis et les voisins. Mais pour une fête d'anniversaire, cela semblait toujours un peu trop. Nous devions emprunter plusieurs barbecues et fumoirs pour pouvoir tout gérer. Même si c'était mon jour, je me sentais toujours obligé de préparer la majeure partie du repas. Je n'étais pas un expert, mais ça se passait plutôt bien. Le meilleur dans tout ça, c'est que le cuisinier avait toujours une bière fraîche dans la main gauche. La main droite devait rester libre pour s'occuper de la viande. Tu veux ton cadeau d'anniversaire maintenant ou tu préfères attendre un peu plus tard? La douche est chaude et prête. Darla me regardait en souriant depuis l'encadrement de la porte de la salle de bain. Sa nuisette avait disparu, et elle jouait les séductrices. Je te verrai plus tard, ma belle. Pour l'instant, je descends aider les garçons. Je prendrai ma douche après. Todd avait 18 ans et partirait pour Texas A&M dans 2 mois. T avait 1 an de moins et avait déjà obtenu une bourse pour Auburn. C'étaient de bons garçons, et je donnais tout le crédit à Darla pour leur éducation. Les seules choses que je leur avais directement apportées étaient une maison confortable et une solide éthique de travail. J'avais toujours regretté de ne pas avoir été un père plus présent et impliqué. Nous avons travaillé dans le jardin et sur la terrasse pendant quelques heures, puis nous avons allumé les barbecues. Je voulais commencer par les côtes de porc dans les fumoirs en premier. Les hamburgers, hot dogs et steaks pouvaient être préparés à la demande, mais les côtes nécessitaient du soin. Todd alluma le fumoir pendant que Telly étalait l'assaisonnement sec sur la viande. Vu comment les choses se déroulaient, je pourrais probablement me détendre et les laisser gérer cette année. Darla arriva juste après que nous ayons terminé tous les préparatifs. Ses 2 sœurs allaient venir aider pour les accompagnements. Il y aurait plus de 50 personnes à nourrir aujourd'hui. C'est drôle comme les amis apparaissent toujours lorsqu'il y a de la nourriture gratuite. J'avais 40 ans, mais je me sentais encore comme si j'en avais 20. Le mois prochain, Darla et moi allions fêter nos 20 ans de mariage. C'était un bon mariage. L'intimité n'était plus aussi intense que dans les premières années, mais elle restait agréable. J'avais remarqué un changement environ 1 an plus tôt, juste après que Darla ait commencé à travailler. La peur du nid vide l'avait poussée à reprendre une activité. Tant qu'elle était heureuse, j'étais heureux. Nous n'avions pas besoin de l'argent, mais elle avait besoin de contacts sociaux. Les garçons et moi avons pris notre douche. J'avais une chemise neuve spécialement pour l'occasion, que ma mère m'avait apportée au début de la semaine. Ce n'était pas exactement mon style, mais je me devais de la porter. J'avais l'air d'un maquereau hawaïen. Darla avait judicieusement insisté pour que je mette un tablier. Bien sûr, j'en avais un sympa avec écrit « je ne fais pas de bisous au cuisinier ». Astérisque. Il n'a pas fallu longtemps avant que nos invités arrivent petit à petit. Certains apportaient des plats, d'autres des cadeaux, et certains venaient avec des boissons. Le temps était parfait,
et la journée promettait d'être magnifique. Darla était splendide et, comme toujours, une hôtesse parfaite. L'année prochaine, elle aurait 40 ans, mais elle pourrait facilement passer pour une trentenaire sans problème. Elle entretenait sa silhouette et son apparence. J'attendais avec impatience les week-ends exotiques et les vacances que nous pourrions prendre après le départ des garçons. Je l'observais alors qu'elle circulait entre les tables, s'assurant que tout soit parfait. L'épouse idéale. La mère parfaite. Que pouvait-on espérer de plus? Enfin, la foule impatiente commença à se servir. Des assiettes de nourriture apparaissaient et disparaissaient dans tout le jardin. La plupart des invités avaient apporté leurs propres chaises de jardin, ce qui facilitait les choses. La bière était dans une grande bassine, et les sodas dans une autre. Je savais que le gâteau était en sécurité dans la cuisine, attendant son moment de gloire. Je ne sais pas d'où il est venu, et je ne l'ai certainement pas reconnu. Il était grand et portait un costume bleu foncé. Il s'arrêta au bord de la fête et se pencha pour dire quelque chose à l'un des voisins. Elle pointa Darla du doigt. Il la remercia et se dirigea vers elle. Darla remarqua son approche et sembla légèrement mal à l'aise. Je ne dis rien alors qu'il passait près de moi. Darla Connor? Ma femme hocha la tête et répondit. Oui. Il lui tendit une enveloppe qu'il sortit de sa veste. Darla Connor, vous avez été assignée. C'était tout. Il se retourna et repartit aussi discrètement qu'il était venu. Bien sûr, à ce moment-là, tout le monde à la fête regardait. Darla resta là, immobile. Il n'y avait aucune émotion sur son visage. Elle me regarda, puis se retourna lentement et rentra dans la maison. Je l'observais sans rien dire. Le brouhaha habituel des invités se transforma en murmure feutré. Dans une tentative désespérée de briser l'atmosphère pesante, je criai. « Et quelqu'un veut encore des côtes? Venez vous servir. » Todd et Telly s'approchèrent de moi. « Et qu'est-ce qui se passe, papa ?» Telly essayait d'être discret. Tout ce que je pus faire, c'était hausser les épaules. Todd commença à se diriger vers la maison, mais je posai une main sur son bras. Il s'arrêta lorsque je secouai la tête pour lui dire non. Pourquoi ne pas vérifier si on a besoin de plus de bière ou de boisson? Alors que les conversations dans le jardin reprenaient doucement leur cours normal, je me détendis un peu. 10 minutes plus tard, je décidai qu'il était temps d'affronter ma femme. Je n'en eus pas l'occasion. Papa, maman est en train de partir avec ta Mustang. Telly montra l'avant de la maison du doigt. Ma Mustang décapotable noire filait dans la rue bien plus vite qu'elle n'aurait dû. Le jardin redevint silencieux tandis que tout le monde l'observait s'éloigner. Darla conduisait habituellement notre minivan, mais il était garé et la Mustang était plus accessible. Il y avait trop de questions sans réponse, mais je supposais qu'elle devrait attendre le retour de ma femme. Les choses ne firent qu'empirer après cela. La sœur de Darla, Peg, apporta le gâteau, et je fis un effort peu convaincant pour paraître heureux. Sans Darla, on avait l'impression qu'un nuage planait sur la fête. Les amis et voisins furent les premiers à partir. La famille resta un peu plus longtemps, mais finalement, il n'y avait plus rien à ranger ni à nettoyer. Incroyablement, le départ soudain de Darla ne fut pas le sujet de conversation principal. Tout le monde faisait visiblement un effort pour éviter d'y faire allusion. Je me retrouvais seul avec mes 2 fils. La maison était silencieuse. Ils me regardaient, attendant une réaction ou une explication. Je n'avais rien à leur offrir. Je m'assis sur le canapé, seul, tandis qu'ils allaient se coucher. J'étais encore là le lendemain matin. Todd et Telly se levèrent tôt et commencèrent leur journée en rendant les barbecues et autres accessoires aux voisins. L'odeur du café frais me tira de mon immobilité. Darla n'était pas rentrée. Quoi qu'il y ait dans cette enveloppe, cela devait être important. J'essayai d'appeler son téléphone plusieurs fois, mais il était éteint. Bien sûr. J'avais passé une bonne partie de la nuit à essayer de comprendre ce qui se passait. Les garçons finirent de tout remettre en place et partirent. Ils n'eurent aucun mal à deviner que je voulais être seul. Une longue douche chaude m'aida, mais pas beaucoup. Il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire un dimanche. Demain, je verrai si la police pouvait m'aider d'une manière ou d'une autre. Je ne connaissais aucun policier ou détective,
mais j'avais quelques amis au tribunal. J'espérais qu'ils pourraient me donner un coup de main. Nous avions une carte de crédit et une carte de débit. La carte de débit servait aux dépenses quotidiennes, et la carte de crédit aux achats plus importants. Nous les payions chaque mois. Si Darla était en difficulté, elle devrait les utiliser. Les transactions par carte de crédit prenaient quelques jours pour apparaître sur le compte bancaire, mais les paiements par carte de débit étaient généralement affichés en quelques heures. Je vérifiais d'abord l'activité de la carte de crédit et ne trouvais rien. La carte de débit, en revanche, racontait une autre histoire. Environ 2 heures après son départ, Darla avait acheté de l'essence à la frontière entre la Pennsylvanie et l'Ohio. 2 heures plus tard, elle en acheta encore dans l'Illinois. La dernière transaction était un retrait de 3 cents dans un distributeur à Cedar Rapids. J'en étais à ma 3e tasse de café lorsque je compris, elle ne comptait pas revenir. Elle ne faisait pas que gagner du temps. Elle s'enfuyait. J'aimais ma femme et je ne voulais rien faire qui puisse lui nuire, mais je ne voulais pas non plus l'encourager dans ce qu'elle était en train de faire. Même un dimanche, j'arrivais à faire annuler les 2 cartes en 10 minutes. Environ 1 heure plus tard, j'appelais le commissariat et déclarais le vol de ma Mustang. Je ne précisais pas que c'était ma femme qui l'avait prise. J'expliquais qu'il y avait une carte carburant dans la voiture et qu'elle avait été utilisée dans 3 États en direction de l'Ouest. Je me sentis mal de mentir à la police, mais je pensais que c'était le seul moyen d'obtenir un peu d'attention. C'était faible, mais il semblait plus pressé de se débarrasser de moi que de poser trop de questions sur les circonstances. Darla ne s'est pas présentée au travail aujourd'hui, n'est-ce pas? Non. À vrai dire, on ne s'y attendait pas vraiment. Vous ne vous y attendiez pas? Pourquoi? L'ai-je demandé. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Il était évident que Margie n'était pas à l'aise pour parler avec moi. Brian, je pense que je ne veux pas discuter de tout ça avec toi. Tu devrais en parler avec ta femme. J'adorerais, sauf que je n'ai aucune idée d'où elle est. Un autre long silence s'ensuivit. Brian, je suis désolé, mais j'ai beaucoup de travail. Je dois y aller. Avant que je puisse dire quoi que ce soit de plus, elle avait raccroché. Tout à coup, j'ai eu la sensation qu'il se passait quelque chose chez Prescott Casual que Darla ne voulait pas que je sache. Cela expliquait pourquoi nous ne participions plus à aucun événement de l'entreprise. Elle avait peur que quelqu'un dise ou fasse accidentellement quelque chose qui pourrait la trahir ou me faire croire qu'elle était impliquée dans une affaire louche. J'ai attrapé une bière bien fraîche et je suis allé sur le porche pour réfléchir. Il y avait quelques signes que j'avais remarqués ces derniers mois, mais auxquels je n'avais pas prêté beaucoup d'attention. Darla avait commencé à faire des heures supplémentaires certains soirs de la semaine. Ce n'était pas assez pour éveiller des soupçons, mais c'était devenu une habitude. Elle avait arrêté de parler de son travail à la maison. De plus, elle évitait toute personne de son entreprise. D'un autre côté, elle n'avait pas changé son apparence ni sa façon de s'habiller. Elle n'avait pas acheté de nouveaux vêtements ni de bijoux luxueux. Il n'y avait pas eu d'appel ou de mail suspect dont je me souvenais. J'avais confiance en ma femme, alors je n'avais aucune raison de douter d'elle. Elle n'était pas distante à la maison et n'avait pas non plus pris ses distances sur le plan intime. Il était temps de passer quelques coups de fil. Donald Curry était un vieil ami du lycée qui travaillait au tribunal. Je ne savais pas exactement ce qu'il faisait, mais je savais qu'il était impliqué dans l'informatique. Je lui ai expliqué la situation et nous avons convenu de nous retrouver devant la porte vitrée à la fin de son travail. Avant de quitter la maison, j'ai appelé Ronell Builders et j'ai découvert que Bob Gilson travaillait sur un complexe d'appartements à proximité. J'ai prévu d'aller le voir juste après le déjeuner. D'habitude, je finissais mon burrito du Taco Bell, mais ce jour-là, je n'ai pu en manger que la moitié. J'étais impatient de parler à Bob. L'équipe était encore en pause déjeuner quand je suis arrivé. Bob a souri et est venu jusqu'à ma voiture. Il avait l'air bien plus amical que Margie. Brian. Content de te voir. J'imagine que tu veux parler de Darla. Bob, j'ai parlé à Margie ce matin, et elle a refusé de me dire ce qui se passait. Tu dois me le dire. D'homme à homme. Sans détour. J'aimais bien Bob parce qu'il était un travailleur comme moi. Mais s'il essayait de m'embobiner, je savais que je ne laisserais pas passer ça.
Brian, généralement, je raccroche lorsque Margie commence à bavarder sur le travail, mais je sais ceci, Darla entretient une relation avec un homme marié du bureau depuis presque 6 mois. Ils ont essayé de garder cela secret, mais tout le monde l'a su rapidement. Margie a cessé de parler à Darla lorsqu'elle l'a découvert, et beaucoup d'autres femmes aussi. Tu nous as manqué aux événements de l'entreprise, mais nous avons supposé que Darla te tenait délibérément à l'écart. C'est tout ce que je sais. Désolé, je ne peux rien faire de plus pour toi. Mais tu sais qui est ce type? Je ne fais pas autant attention que je le devrais, mais je peux me renseigner pour toi. Ne t'en fais pas pour ça, Bob. Je vais m'en occuper. En gros, tout était clair pour moi. Il n'y avait pas de malentendu, juste un mari idiot qui n'avait aucune idée de ce qui se passait sous son propre toit. 10 minutes plus tard, j'ai annulé son service de téléphone portable. Désormais, elle ne pouvait plus appeler à la maison. J'étais en route lorsque j'ai reçu un appel sur mon portable. La police de Cedar Rapids avait retrouvé la Mustang garée sur le parking de la gare routière. Elle avait été mise en fourrière et je pouvais la récupérer à tout moment après avoir payé des frais de $300. Je suis passé au commissariat, et ils m'ont remis une copie du rapport. La seule conclusion que je pouvais tirer, c'était que Darla avait abandonné la voiture et pris un bus. Impossible de savoir où elle était allée, mais j'ai supposé que c'était vers l'ouest. Je ne savais même pas qu'elle connaissait quelqu'un dans cette région. Je suis passé à la banque et j'ai fermé tous les comptes conjoints, en ouvrant de nouveaux uniquement à mon nom. J'ai aussi changé les bénéficiaires de mes assurances pour mes fils. Je suis arrivé tôt à la porte de verre et j'ai trop bu avant que Donald n'arrive. Brian, il y a eu une audience de divorce aujourd'hui, et Darla a été convoquée comme témoin. Bien sûr qu'elle ne s'est pas présentée. Marsha Ridway divorce de son mari, Kelsey, pour adultère. Madame Ridway voulait que Darla témoigne qu'elle était la femme avec qui son mari avait trompé. Mais le divorce n'a pas été retardé à cause de l'absence de Darla? L'ai-je demandé? Non, tout s'est déroulé comme prévu. Il semble que Madame Ridway avait des photos, des vidéos et des enregistrements d'appels téléphoniques qui prouvaient totalement ses accusations. Elle n'avait même pas besoin de la confession de Darla, je pense qu'elle l'a appelé juste pour l'humilier. On dirait que ça a marché. Quel est le statut de Darla maintenant? D'après ce que j'ai compris, plus personne ne s'en soucie. Elle n'a plus rien à ajouter, et de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Kelsey Ridway a plus ou moins tout admis après que l'avocat de sa femme a présenté toutes les preuves. Le juge a prononcé le divorce immédiatement. Il sera officiel dans 6 mois. Il se fait avoir avec une pension alimentaire pour ses enfants et une pension pour son ex-femme. Il avait des enfants? L'ai-je demandé. 3. Tous de moins de 10 ans. Il va payer pour cette erreur pendant longtemps. Donald et moi avons discuté un moment avant qu'il ne doive rentrer chez lui avec sa famille. Je l'ai remercié pour son aide et j'ai commandé un café au barman. J'étais sur le point de prendre un des œufs marinés rouges dans le bocal sur le comptoir, mais je me suis souvenu des restes de la fête. J'ai bu plus que je n'aurais dû, mais j'ai réussi à rentrer chez moi sans me tuer ni tuer quelqu'un. C'était une décision stupide, vu les circonstances. J'ai enveloppé 6 côtes dans du papier aluminium et les ai mises au four pendant que je prenais une douche. Quand je suis revenu dans la cuisine, il ne restait plus que des os. Todd et Telly étaient rentrés à la maison et s'étaient jetés sur le porc. Ils se sont moqués de moi, puis ont pris une autre portion dans le four. Todd était tout excité à propos de la Mustang. Après 20 minutes de discussion, j'ai finalement accepté de les laisser prendre un bus pour Cedar Rapids et ramener la voiture. Je lui ai donné $600 pour couvrir les frais. Telly a rédigé une lettre sur l'ordinateur, leur donnant l'autorisation de récupérer la voiture et de la ramener. Il avait l'air de savoir ce qu'il faisait, alors je me suis contenté de signer. Le lendemain matin, nous avons tous pris le petit déjeuner chez Yop, puis je les ai déposés à la gare routière. J'ai ri un peu en les regardant monter à bord. Ils n'avaient aucune idée de ce que c'était que de passer 2 jours dans un Greyhound. Ce serait une bonne leçon de vie. J'ai appelé le département de police de Cedar Rapids pour qu'ils les attendent sur place. Ils m'ont assuré qu'il n'y aurait aucun problème. Il me restait encore une chose à régler. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver où se trouvait le bureau de Kelsey Ridway. Margie a immédiatement attrapé son téléphone en me voyant arriver, mais c'était trop tard. Je ne me suis pas présenté. J'ai simplement commencé à lui asséner des coups de poing sur la tête et les épaules. Il a tenté de se défendre, mais ses efforts étaient faibles,
et il s'est finalement retrouvé au sol derrière son bureau. Je lui ai donné quelques coups de pied dans l'entrejambe avant que la sécurité ne m'éloigne de lui. Il était en sang, et moi, je me sentais beaucoup mieux. Les choses ont évolué rapidement après ça. Avant même que je réalise, j'étais au poste de police, devant un juge, et en route pour la prison du comté. Il n'y a pas eu de procès, juste le juge, et j'ai écopé de 60 jours. Je m'en fichais complètement. Dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai appelé les garçons pour les mettre au courant. Je suis presque sûr d'avoir entendu Telly rire au téléphone. La maison pouvait très bien rester seule pendant quelques jours. Eh bien, les choses n'étaient pas exactement comme à la télévision. Ce n'était pas une promenade de santé, mais je ne me sentais pas en danger de mort ou sur le point d'être attaqué à tout moment. En gros, c'était une bande de vieux ennuyeux qui ne savaient pas se comporter et une bande de jeunes idiots. Les vieux et les jeunes ne se mélangeaient pas beaucoup. Avoir une chambre privée était hors de question. J'ai fini par partager ma cellule avec un gorille de 140 kg nommé Joe, qui avait battu sa femme après l'avoir trouvé au lit avec son frère. Je ne sais pas ce qui est arrivé au frère. Joe et moi nous sommes bien entendus. J'ai pris la couchette du haut, bien sûr. La nourriture de la cantine était plus riche en glucides que je ne l'aurais souhaité, et Joe était plus qu'heureux de manger ce que je ne voulais pas. Mis à part le fait qu'il pétait plus que n'importe quel autre homme de l'État, c'était un compagnon de cellule idéal. 3 jours plus tard, Telly et Todd sont venus me rendre visite. Le voyage pour récupérer la voiture s'était déroulé sans problème, mais ils n'étaient pas pressés de reprendre un bus de sitôt. Ils n'avaient aucune information sur Kelsey ou leur mère. Ils m'avaient apporté 2 paquets de cigarettes, même si je ne fumais pas. Todd pensait qu'elles seraient précieuses pour du troc. Il regardait trop de films. Joe, en revanche, était aux anges quand je les lui ai donnés. Il disait qu'il devait fumer pour maintenir son poids. Je n'avais aucun problème à laisser les garçons seuls à la maison, et apparemment, personne d'autre n'en avait non plus. Todd est parti pour l'université une semaine avant ma sortie de prison. Il a pris la minivan et laissé la Jeep à Telly. Telly et moi avons fêté mon retour à la maison en allant au Red Lobster. Il était excité à l'idée d'entamer sa dernière année de lycée. Malheureusement, il allait devoir affronter ça sans moi. J'avais d'autres projets. Margie n'en a pas cru ses yeux quand je suis passé devant son bureau le lendemain matin. Je lui ai fait un signe et suis allé directement au bureau de Kelsey à nouveau. 3 heures plus tard, j'étais de retour dans le bus pour la prison du comté. 6 mois cette fois. Telly a trouvé ça hilarant et a immédiatement appelé son frère à College Station. Joe m'a accueilli à bras ouverts. J'ai fait un meilleur travail sur Kelsey cette fois-ci. Je crois que j'ai cassé quelque chose. Bien sûr, je n'ai jamais eu de retour d'information, donc je ne peux pas en être certain. J'ai été viré de mon boulot, ce qui n'était pas une surprise. Il y avait assez d'argent de côté pour payer les mensualités de la maison et couvrir les dépenses courantes. Telly s'est occupé de tout sans aucun problème. En dehors de Telly, tous les autres membres de ma famille ont commencé à me rendre visite régulièrement. Telly s'assurait toujours que j'avais des cigarettes pour Joe. Les sœurs de Darla sont aussi venues me voir et m'ont présenté leurs condoléances. Ni elle ni personne dans la famille n'avait eu de nouvelles de Darla. En fait, nous avons même célébré Thanksgiving et Noël en famille en prison. Il me restait encore un mois à purger quand j'ai perdu Joe. Enfin, pas perdu. Il a juste été libéré avant moi. Sa femme et son frère étaient partis en Floride, et ils n'avaient aucune idée de ce qu'il allait faire. Telly a trouvé ça cool d'avoir Joe comme invité chez lui le temps qu'il se stabilise. Il lui a même proposé un boulot dans l'entreprise d'élagage d'arbres, mais Joe a décidé de partir vers le sud, là où il faisait plus chaud. Je pensais à la Floride la veille du départ de Joe quand Kelsey Ridway a été retrouvé dans une ruelle du centre-ville, tabassé à mort. Il a dit à la police qu'il avait été attaqué par un singe. J'ai trouvé ça drôle parce que j'avais un alibi en béton. À ma sortie, j'ai décidé que j'avais déjà assez fait payer Kelsey. De toute façon, il ne travaillait plus dans le coin et je n'avais aucune envie de le chercher. J'ai suivi une formation pour apprendre à conduire des poids lourds. Ce n'était pas beaucoup plus compliqué que les camions-bennes que je connaissais déjà. J'ai dû tuer quelques mois en attendant que Telly commence à Albemarle, alors j'ai passé mon temps à rénover la maison. J'aurais voulu la vendre, mais elle était à nos deux noms, et je ne voulais pas me prendre la tête. Personne n'avait entendu parler de Darla depuis son départ. Telly a emmené la Mustang avec lui en Alabama, parce que c'était une voiture de fille. Elle ne m'avait jamais vraiment intéressé, mais je n'étais ni jeune ni beau comme lui.
J'ai trouvé un couple prêt à acheter la maison, même avec la mauvaise aura qui l'entourait. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais ils ont fait une bonne offre. Leur avocat a assuré que la signature de Darla n'était pas nécessaire, et je n'allais pas discuter. Je voulais juste m'en débarrasser, proprement et définitivement. J'ai utilisé la compte pour acheter un camion avec une cabine pour dormir. Avant même de m'en rendre compte, j'étais sur la route et libre. Je n'ai jamais pris la peine de demander le divorce de Darla, parce que ça n'avait jamais été nécessaire. Je n'avais aucune envie de me remarier. On ne rencontre pas beaucoup de femmes intéressantes en prison, et Joe m'avait clairement dissuadé des alternatives. Il semblait que Darla n'était pas intéressée non plus, vu que je n'avais reçu aucune surprise par courrier. Je n'ai jamais eu de problème pour trouver du travail. Je n'étais pas désespéré pour l'argent, alors j'ai pu être un peu sélectif avec les chargements. Je n'ai jamais transporté de marchandises congelées, vivantes, toxiques ou explosives. J'évitais également tout voyage au nord de la ligne Mason-Dixon en hiver. Il ne m'a pas fallu longtemps pour apprendre les ficelles du métier, et j'appréciais vraiment ma nouvelle vie. Les choses sont devenues intéressantes alors que je livrais une cargaison de matériel agricole dans le Dakota du Sud. C'était en juin, donc le climat n'était pas un problème. Après avoir déchargé la cargaison, je roulais vers le sud, à environ 8 km de l'île 90, lorsque je me suis arrêté au restaurant Belly Up. C'était un petit boui-boui, mais le parking était plein de gros camions et de voitures. L'attraction principale était le petit déjeuner, servi toute la journée, avec des portions énormes et un goût incroyable. La plupart des clients étaient des locaux, mais il semblait que certains routiers avaient fait un détour pour s'y arrêter. J'ai simplement dit à la serveuse de m'apporter le plat préféré de la maison et un café. 3 grands écrans de télévision diffusaient 3 programmes différents, que personne ne regardait vraiment. Celui le plus proche de moi montrait principalement des publicités politiques, et l'une d'elles a attiré mon attention. John Aimier se présentait à la Chambre des représentants des États-Unis. C'était un homme séduisant, et il semblait avoir une langue bien pendue. À côté de lui, habillé comme Jacques Kennedy, avec un grand sourire aux lèvres, se tenait sa nouvelle épouse, Darla. Ma Darla. Mon rêve éveillé a été interrompu lorsque l'assiette de hash browns la plus énorme que j'ai jamais vue a été posée devant moi. Me voilà pour vous, grand gaillard. Vous avez besoin de quelque chose d'autre? Du tabasco, a demandé la serveuse. La bouteille de sauce piquante était cachée derrière la salière. Mon hôtesse, Betsy, a souri en déplaçant la bouteille vers mon assiette. Maintenant, vous êtes prêts? Enfin presque. Qui est cette femme à côté de ce beau parleur, a-t-elle demandé. Elle a pouffé de rire. C'est la nouvelle potiche d'Aimier. Il lui fallait une épouse pour pouvoir se présenter aux élections. Il y a une rumeur qui circule disant qu'il n'est pas vraiment du bon bord, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai commencé à verser du tabasco sur ma montagne de pommes de terre. Là elle a l'air un peu vieille pour être une potiche. J'imagine qu'on ne peut pas être trop difficile quand on est pressé, mais elle est jolie. Et je crois que les femmes plus âgées sont de meilleures amantes, vous ne pensez pas? Elle était vraiment belle. Ses cheveux blonds étaient maintenant d'un brun roux et semblaient avoir été coiffés dans un salon chic. Son maquillage était impeccable et sa tenue lui allait à la perfection. Ce n'était pas vraiment une robe, mais un ensemble parfaitement ajusté. J'ai détourné les yeux de l'écran et j'ai remarqué que ma serveuse était déjà retournée travailler. Le hash browns était délicieux, et il était facile de comprendre pourquoi le parking était plein. On m'a rempli ma tasse de café 2 fois avant que je ne termine mon assiette. Les tartes avaient l'air excellentes, mais je n'avais plus de place. Betsy a récupéré mon assiette vide et a fait glisser l'addition devant moi. Il va gagner l'élection, ai-je demandé. Pas si on peut l'éviter. Il a beaucoup d'argent derrière lui, des gens influents. Ici, à Sioux Falls, aucun des locaux ne veut de lui, mais nous n'avons ni les votes ni l'argent pour l'arrêter. Je riais en sortant mon porte-billets. Vous savez quelque chose, pas vrai? Vous êtes sûr qu'ils sont mariés, ai-je demandé. Oui, ils se sont mariés à la télévision, comme si c'était une émission de télé-réalité ou quelque chose du genre. Pas de lune de miel. Ils ont dit qu'ils allaient attendre après son entrée en fonction. Je souriais encore en laissant mon pourboire sur le comptoir. Monsieur, vous feriez mieux de me dire quelque chose avant de franchir cette porte. Je ne cherche pas d'ennui et je ne veux pas fourrer mon nez là où il ne faut pas. Cependant, j'aimerais demander une faveur. Laquelle, a-t-elle demandé? Je peux dormir quelques heures dehors avant de reprendre la route?
Pas de problème, mais faites attention aux filles du coca. Elles traînent ici de temps en temps. Ce sont des femmes crasseuses et louches. J'ai fait un signe de tête en guise de remerciement, toujours souriant en franchissant la porte. Betsy me regardait par la fenêtre pendant que je montais dans mon camion. Je commençais à profiter d'un repos bien mérité lorsque quelqu'un s'est mis à frapper à la porte. Je l'ai ignoré pendant quelques instants, mais ça ne s'arrêtait pas. « Allez-vous-en » ai-je dit. On m'a dit que je pouvais stationner quelques heures. La personne n'est pas partie, alors j'ai été obligé d'ouvrir la porte. Betsy m'a dit que je devais vous parler. Vous avez quelques minutes, a demandé une femme à l'air dur, portant un poncho. Je n'ai enfreint aucune loi. Laissez-moi tranquille. Donnez-moi juste 10 minutes. Elle avait l'air déterminée. Et sa voix l'était tout autant. Désolé, madame, je ne suis pas intéressé. Allez voir ailleurs, je ne suis pas une prostituée. Merde. J'ai besoin de te parler d'Emilie. D'accord, je te retrouve à l'intérieur dans 10 minutes. J'ai dit cela, et cela a semblé la calmer. Elle esquissa un demi-sourire en refermant la porte. Peut-être que j'aurais mieux fait de la laisser entrer dans le camion, même trempée comme elle l'était. J'ai regardé l'horloge en enfilant mon imperméable. Je n'avais dormi que 3 heures. Le restaurant était encore assez fréquenté. Il y avait une zone près de la porte où les gens laissaient leurs imperméables, qui seraient remplacés par des manteaux de neige et des bottes dans quelques mois. Elle était assise dans une banquette près de la fenêtre, avec 2 tasses de café. Ses cheveux étaient noirs, lisses et brillants, avec une petite mèche blanche d'un côté. À en juger par son apparence, elle semblait être du genre à vivre en plein air, bien bronzée et loin d'être délicate. En fait, elle était loin d'être une jeune fille. Elle devait avoir au moins 35 ans, peut-être près de 40. Son visage était marqué par des pommettes ôtées et une absence totale de maquillage. J'ai tendu la main en m'asseyant. Brian Connor. Tu veux quelque chose à manger ? A-t-elle demandé. Non, merci. Je viens de manger le spécial H, il y a environ 3 heures. Je ne vais pas remanger de sitôt. Elle a répondu avec un sourire poli. Betsy m'a dit que tu pourrais savoir quelque chose sur Darla Emilie. Je voulais te parler avant que tu ne partes. Qu'est-ce qui peut bien être si important à propos de Darla Emilie ? Mon frère, Franklin, se présente contre lui aux élections. Ah, je vois. C'est personnel ? Pas exactement. Franklin représente les gens d'ici, les agriculteurs, les éleveurs et les Amérindiens. Emilie, lui, défend les intérêts des hommes d'affaires de Sioux Falls. Nous ne sommes pas contre le commerce, mais nous pensons que peu de gens auront une chance équitable si Emilie est élu. D'accord, mais je ne vois toujours pas en quoi sa femme est concernée. Nous non plus. Tout ce que nous savons, c'est que quelque chose ne colle pas. Notre comité de campagne a essayé de faire une vérification de ses antécédents, mais nous n'avons rien trouvé. L'équipe de campagne d'Emilie ne communique aucune information sur elle. C'est peut-être un coup d'épée dans l'eau, mais nous commençons à être désespérés. Betsy a dit qu'elle pensait que tu pourrais savoir quelque chose. Je suppose que je ne devrais jamais devenir un joueur de poker professionnel si une serveuse peut me lire aussi facilement. Elle s'est adossée à la chaise. Tu sais quelque chose. Tu vas me le dire, ou je vais devoir te le tirer de force ? J'ai terminé mon café et souri. J'ai trouvé son choix de mots amusant, en fait, c'était assez drôle. J'ai levé ma tasse vide vers Betsy et me suis penché en avant. Je crois que je préfère la deuxième option. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à dire ça, ce n'était pas mon genre d'être sarcastique ou de faire des sous-entendus. Je crois que c'est parce que j'aimais bien son attitude. Elle était confiante et directe. J'avais l'impression qu'elle savait toujours ce qu'elle voulait et comment l'obtenir. Betsy a fini de remplir ma tasse et la femme me fixait toujours. Désolé, c'était impoli de ma part. Je vais répondre à toutes tes questions. Elle couvrit sa bouche et laissa échapper un petit rire. Ce n'est rien, monsieur Connor. Je ne suis pas si fragile que ça, et j'ai trouvé ta réponse mignonne. Je n'aurais jamais dû poser la question de cette façon. Tant mieux. Ça veut dire que la deuxième option est toujours valable ? Non, bon sang. Comment connais-tu Darla Emilie ? C'est ma femme.
Nous sommes mariés depuis plus de 20 ans et nous n'avons jamais divorcé. Je ne l'ai pas vue depuis quelques années, mais à moins qu'elle ait obtenu le divorce quelque part sans que je le sache, nous sommes toujours mariés. Célie semblait sans voix. Elle ne dit rien, elle me regarda simplement fixement. Quel était son nom de jeune fille quand elle s'est mariée? Elle balbutia quelques secondes avant de parler. Oh mon Dieu, son nom de jeune fille était Connor. Elle ne chercha même pas à cacher son choc. Évidemment, Betsy s'est précipitée vers nous et toutes les têtes du restaurant se sont tournées dans notre direction. J'étais un peu gêné par toute cette attention, mais Célie, elle, semblait ravie. Célie se leva et embrassa Betsy en plein sur les lèvres. Puis, elle se dirigea vers le hall d'entrée et attrapa son téléphone. Betsy était légèrement rougissante et se pencha vers moi. « Qu'est-ce que tu lui as dit, bon sang ? Je ne l'ai pas vue aussi excitée depuis 5 ans. » L'intelligent qui sommeillait en moi depuis des années commençait à refaire surface. J'ai regardé Betsy et dit. Je lui ai dit que toi et moi allions nous marier. Elle comprit immédiatement que c'était une blague et me récompensa d'un coup de poing sur le bras. Tu vas me dire la vérité ou pas? Non, je vais retourner à mon camion et essayer de reprendre la route. C'était un plaisir de te rencontrer. La pluie avait cessé, mais je ne suis jamais arrivé jusqu'à mon camion. Célie m'a attrapé par le bras avant que j'aie fait la moitié du chemin. Tu ne peux pas partir, tu dois encore parler avec Franklin. Ça ne prendra que quelques minutes. J'aimerais vraiment laisser cette histoire derrière moi. Désolé d'avoir parlé à Betsy. Combien de temps lui faudra-t-il pour arriver? Il nous retrouvera chez moi. Tu veux venir avec moi ou me suivre avec ton camion? Je vais te suivre. Je me sentais mieux de ne pas avoir à dépendre de quelqu'un d'autre pour le transport. La Jeep que Célie conduisait avait au moins 10 ans et était probablement encore plus vieille. Après quelques kilomètres, nous avons emprunté une route de gravier usé menant à une caravane tout aussi usée. Il y avait quelqu'un à l'intérieur, car l'endroit était bien éclairé. Il n'y avait pas de pelouse, juste encore un peu plus de gravier, et pas beaucoup. J'ai essayé d'éviter la boue, mais c'était difficile. Il n'y avait pas d'autres voitures aux alentours, alors j'ai supposé que Franklin était encore en route. Juste devant la porte de la caravane, il y avait un espace pour les manteaux mouillés et les bottes. Ça semblait être une bonne idée, surtout parce qu'il y avait déjà pas mal de manteaux et de bottes là-bas. L'agencement de la pièce était particulier, ressemblant plus à une salle de classe qu'à un salon. Au lieu de tables basses, il y avait des bureaux d'école. À la place des lampes, des ordinateurs, et devant moi, 3 adolescents qui me fixaient. Salut, les gars. Voici Brian. Il est là pour aider l'oncle Franklin. Célie est allée directement dans la cuisine et a commencé à faire du café. J'ai fait un léger signe de la main à mon public au lieu de dire bonjour. Je me sentais un peu mal à l'aise dans ces circonstances. J'ai regardé autour de la pièce, mais je n'ai rien vu qui indique la présence de Monsieur Wilmot. Ayant moi-même 2 enfants, j'ai immédiatement compris que ces garçons avaient des âges proches. Je devinerais qu'ils avaient 16, 17 et 18 ans. Il n'y avait ni télévision ni musique en fond sonore. Tous semblaient soit plongés dans un ordinateur, soit en train de lire un livre. Ce qui était étrange, c'était qu'ils ne ressemblaient ni à des geeks ni à des étudiants studieux, mais à des garçons normaux, robustes et actifs. Brian, voici mes fils. L'aîné, c'est Trace, le suivant, c'est Tyler, et le plus jeune, c'est Tanné. Chacun d'eux m'a souri et m'a fait un signe de la main, un par un. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, à tel point que mon amusement était évident. Je sais que c'est un peu étrange qu'on leur ait donné des prénoms qui commencent tous par la lettre T. Non, ce n'est pas ça qui me fait rire. C'est juste que j'ai 2 fils qui s'appellent Todd et Telly. J'ai trouvé ça plutôt drôle comme coïncidence. Tyler a été le premier à parler parmi les garçons. « Où sont tes enfants ?» Sa question lui a valu un regard sévère de la part de sa mère, qui l'a complètement ignoré. Todd est au Texas, et Telly est à Alberne. Cette simple réponse a soudainement réveillé toute la pièce. Trace s'est animé, comme si un lapin Energizer venait de le recharger. Je vais à College Station en août. Depuis combien de temps il est là-bas? Qu'est-ce qu'il étudie? Célie a finalement posé la main sur son épaule.
Doucement, mon garçon. Doucement. Je suis sûr que Monsieur Connor a le temps de répondre à toutes tes questions. J'ai fini par apprendre que Trace avait une bourse complète pour le football et qu'il était déjà inscrit à l'université. Tyler avait été accepté à l'Académie navale des États-Unis à Annapolis et partirait dans 1 an. Le mari de Célie avait servi dans la garde nationale et avait été tué dans le Golfe il y a 5 ans. Elle n'a pas donné plus de détails à ce sujet, et je n'ai pas insisté. Tanné, le plus jeune des garçons, ne savait pas encore ce qu'il voulait faire, mais sa mère veillait à ce qu'il continue à étudier régulièrement. Je n'avais aucune idée de ce qui retardait Franklin, mais pendant l'heure qui a suivi, j'ai discuté avec les fils de Célie de tout et de rien. Célie est restée en retrait, m'observant alors que je me connectais avec eux, comme je l'avais fait avec mes propres enfants. Être avec les garçons de Célie m'a fait réaliser à quel point mes fils me manquaient. Finalement, Franklin Honeycutt est arrivé avec 2 associés. Après les présentations, Célie a remis les garçons au travail pendant que les adultes se réunissaient autour de la table de la cuisine pour clarifier certains points sur ma déclaration selon laquelle j'étais le mari de Darla. Ce n'était pas un sujet assez important pour moi pour que j'entre dans un débat à ce sujet. Lorsque je me suis levé pour partir, j'ai remercié Darla pour le café et j'ai dit aux garçons que j'avais été ravi de les rencontrer. Célie ne voulait rien savoir. Merde, Brian, assieds-toi. Les autres autour de la table sont restés silencieux. Célie a pris les rênes de la conversation comme si c'était elle qui se présentait aux élections. Brian, tu as un certificat de mariage ou quelque chose qui prouve que tu es marié à Darla Emiet. Il ne m'a fallu que quelques secondes pour sortir une photo de mariage de mon portefeuille. Elle avait vieilli et ses cheveux étaient différents, mais on reconnaissait toujours Darla. J'ai regardé l'un des assistants de Franklin, qui avait un ordinateur portable devant lui. Va sur le site des archives du comté de Berks, en Pennsylvanie. Tu devrais pouvoir accéder au registre de mariage de 1960 à 1990. Fais une recherche avec mon nom, Brian William Connor. Célie m'a tendu une tasse de café frais, accompagnée d'un léger sourire. Elle semblait heureuse que je n'ai pas abandonné. L'assistant numéro 1 a tourné l'écran de l'ordinateur vers Franklin. Le 17 août 1979. C'est correct? Franklin semblait un peu plus heureux maintenant. J'ai hoché la tête et pris une gorgée de mon café frais. Bonne chance pour trouver un quelconque dossier de divorce. À ma connaissance, et à celle de tout le monde, je suis toujours marié. N'hésitez pas à creuser toutes ces informations autant que vous le souhaitez. Ça ne me fait ni chaud ni froid. La conversation devenait redondante et ennuyeuse. Cette fois, personne ne m'a retenu lorsque je me suis levé. Ça te dérange si je fais une sieste dans ton allée avant de repartir? Non, pas du tout. Célie m'a accompagné jusqu'à la porte. J'ai jeté un dernier regard en arrière pour dire au revoir à Franklin et ses acolytes, mais ils étaient plongés dans ce que les politiciens pouvaient bien faire. Les garçons m'ont adressé un léger signe de la main ou un hochement de tête tandis que je sortais. 1 heure plus tard, j'ai entendu Franklin et son groupe partir. Je pensais que la soirée était enfin terminée. Finalement, quand j'ai entendu frapper à la porte à nouveau, Célie est entrée discrètement dans la cabine, vêtue d'une robe de nuit en flanelle. Elle a posé un doigt sur ses lèvres, indiquant qu'elle ne voulait pas que je parle. Nous étions assez loin de la maison pour que les garçons ne puissent rien entendre, mais j'avais l'impression qu'elle ne voulait simplement pas de conversation. Elle a passé au moins 1 heure avec moi dans la cabine. C'était passionné et tendre, mais un peu inconfortable. L'endroit était parfait pour dormir, mais rien de plus. J'ai fait de mon mieux, vu les circonstances. Elle est partie aussi silencieusement qu'elle était entrée. Aucune parole n'a été échangée. Le soleil était déjà bien haut lorsque la porte s'est mise à grincer de nouveau. C'était Tanné, qui m'appelait pour venir prendre le petit déjeuner. Heureusement, les garçons et les hommes aiment le même genre de nourriture, et Célie savait la préparer à la perfection. J'ai passé encore 1 heure à discuter avec eux et je me suis senti suffisamment à l'aise pour demander à Célie la permission de prendre une douche chaude avant de partir. 1 heure plus tard, j'étais enfin sur la route, mais pas pour longtemps. C'est un shérif local qui m'a arrêté avant que je n'atteigne l'autoroute. Il semblerait que Monsieur Honeycutt ait encore besoin de me parler. J'ai dû suivre la voiture de police jusqu'au Belly Up, où Franklin m'attendait.
Il était en plein petit déjeuner et m'a invité à me joindre à lui. Betsy m'a apporté un café et en a profité pour me faire un clin d'œil. Elle devait être plus proche de Célie que je ne l'avais imaginé. Il semblait que les conseillers juridiques de Franklin voulaient que je reste dans le coin. J'ai utilisé la vieille expression « le temps », c'est de l'argent pour les dissuader de me retenir plus longtemps, surtout après la nuit dernière. Le parti acceptait de payer une chambre de motel et les repas, mais c'était tout. C'était une bonne occasion pour moi de laver mon linge et de régler mes factures. Le Wi-Fi était excellent, j'ai pu envoyer quelques emails à mes garçons et payer toutes mes factures. J'étais en train de plier ma deuxième charge de linge lorsqu'une silhouette familière est entrée. Je crois que je n'ai jamais vu une femme aussi belle en jean. Célie avait 3 enfants et gardait pourtant une silhouette magnifique. Sa chemise Oxford bleue n'était pas rentrée dans son jean, mais maintenue en place par une ceinture en cuir ornée d'une boucle en argent. Sa peau brillait, non pas de sueur, mais d'un éclat naturel. Elle était une femme magnifique. « Et qu'est-ce que tu fais, Brian ?» J'ai haussé innocemment les épaules. Je plie du linge. « Mais tu aurais dû être parti. Rappelle-toi que tu as dit que tu partais ce matin. Les choses ont changé. Ton frère m'a demandé de rester quelques jours de plus. La seule raison pour laquelle je suis venu te voir hier soir, c'est que je pensais que tu serais parti aujourd'hui. Après ça, je ne peux plus traîner ici. » Elle hésitait. On aurait dit qu'elle ne s'attendait à rien d'autre qu'une aventure d'un soir et qu'elle ne savait pas comment gérer la situation. Moi, je trouvais sa frustration amusante et je voyais là une occasion de me divertir. Là, après avoir parlé avec Franklin ce matin, je songe sérieusement à acheter une maison et à m'installer ici définitivement. Et il a dû très bien te vendre l'idée. Maintenant, je sais reconnaître un mensonge quand j'en vois un. Là alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? J'ai fait asseoir Célie sur le banc à côté des séchoirs. Ton frère a insisté pour que je reste encore quelques jours, juste le temps qu'ils organisent quelque chose pour aller après Emilie. J'ai promis de rester loin de toi et des garçons jusqu'à ce qu'il ait terminé ses affaires. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise ou te causer d'ennui. Ce n'est pas ça le problème, Brian. Les garçons t'ont apprécié. Ils voulaient savoir quand tu pourrais revenir. Ils étaient un peu contrariés quand je leur ai dit que tu allais partir. Tyler voulait que je te parle pour que je reste un peu plus longtemps. Je suis désolé, je voulais juste être amical. Ils m'ont rappelé mes propres enfants, et c'était facile pour moi de discuter avec eux. Je ne voulais pas te causer de problème, bien sûr, ai-je dit, mais je n'ai pas arrangé les choses en me faufilant jusqu'à ton camion hier soir. Elle a dit, tu as définitivement compliqué les choses. Le jeu de mots m'a valu un pincement au bras et un sourire. Pourquoi es-tu venu me voir? Célie haussa les épaules et sembla un peu gênée. Je ne suis pas sûr. Cela fait 5 ans que mon mari est mort. J'ai passé 5 ans sans réconfort ni passion. Cela me semblait être une opportunité parfaite, surtout parce que tu étais censé partir aujourd'hui. Elle commençait à redevenir un peu plus audacieuse avec moi. Pourquoi n'es-tu pas parti? Merde. Je pris une pile de vêtements pliés, la lui tendis, puis attrapai le reste. Avant de retourner dans ma chambre de motel, elle hésita un instant à la porte jusqu'à ce que je pose mon doigt sur mes lèvres, comme elle l'avait fait la nuit précédente. Son sourire malicieux fut suivi d'un grand sourire tandis qu'elle refermait la porte derrière elle. Faire l'amour avec une femme dans un vrai lit est bien plus facile. Cependant, la partie que j'ai préférée fut la douche. Même sans eau chaude, cela ne nous a pas arrêtés. Avant de partir, elle me fit promettre d'être chez elle pour le dîner à 18 h. Comment aurais-je pu refuser? J'étais prêt. Bon sang, j'avais déjà pris 2 douches aujourd'hui. Le dîner chez Célie devint une habitude, et Betsy devint ma plus grande alliée. Betsy et Célie étaient amies depuis l'enfance. Betsy prenait un malin plaisir à raconter tout ce qu'elle faisait quand elles étaient plus jeunes et tous les garçons qu'elle méprisait. Les discussions sur le mari de Célie étaient tristes et loin d'être légères, mais elles m'ont donné une bonne idée de qui était Célie et pourquoi j'avais envie de mieux la connaître. Je n'avais jamais eu l'intention de rester dans le sud, mais plus le temps passait, plus j'avais envie d'y rester. À la fin de la première semaine, tous les garçons avaient déjà des t-shirts de Texas A&M et des Sweet Alberne. Célie avait gardé un des t-shirts Alberne pour elle-même. Il était un peu trop grand pour tanner, mais de toute façon, je ne prêtais pas beaucoup d'attention aux réjouissances politiques.
Franklin et son équipe semblaient très bien s'en sortir sans moi. D'une manière ou d'une autre, la presse avait découvert le passé trouble de Darla et commençait à l'exploiter. L'équipe d'Emilie tentait, sans succès, de minimiser la situation. Plus il niait ou ignorait, pire c'était. Ces chiffres commençaient à chuter rapidement. Je ne m'étais jamais impliqué dans cette histoire jusqu'à ce qu'une visite surprise me réveille un matin au motel. La femme à ma porte était grande, blonde et aussi droite qu'un poteau. J'étais encore en caleçon, mais je l'invitais à entrer quand même. Ses yeux évitaient les miens pendant que j'enfilais mon jean 501, mais moi, j'observais chacun de ses mouvements. Elle portait un costume sombre avec une chemise blanche et des chaussures plates noires. Définitivement une professionnelle d'un certain genre. J'avais envie d'aller aux toilettes et de me servir une tasse de café, mais je me forçais à m'asseoir à la petite table standard de toute chambre de motel américaine. Je m'appelle Marie Bestin, je suis avocate chez Levy Brothers, à Silks Falls. Je suppose que vous êtes Brian William Connor. Elle connaissait mon nom par cœur. Ce n'était pas bon signe. Excusez-moi un instant. Je me levai et allai aux toilettes. Bien que j'aie fermé la porte, j'étais certain qu'elle avait entendu le bruit de l'eau frappant la cuvette. J'avais prévu d'attendre un peu, mais cette femme pompeuse avait besoin d'une petite leçon d'humilité. Moins d'une minute plus tard, je revins à la table. « C'était nécessaire ?» demanda-t-elle. Non, mais vu son ton, j'avais l'impression qu'on allait rester là un moment. Désolé, mais j'essayais juste d'être professionnel. Vous savez ce que vous voulez au juste? Notre cabinet représente John Emilie. Nous avons récemment appris que votre mariage avec Darla Connor n'a jamais été officiellement dissous, et nous espérions régler ce problème. Mais comment ça? Demandai-je. Il existe des statuts dans l'État qui permettent une dissolution rapide du mariage dans certaines circonstances. Nous pensons pouvoir en tirer parti avec votre coopération. Vous voulez dire que vous voulez que je divorce de ma femme? Oui, répondit-elle. Pourquoi je ferais ça? Mon invitée sembla confuse. Je ne pense pas qu'elle s'attendait à cette réponse. À ce stade, je pourrais accepter le divorce, mais à mes conditions, et je voulais que ce soit clair. Mademoiselle Stettin, pouvez-vous me dire en termes simples pourquoi ma femme et moi ne vivons plus ensemble? Pas de détour, soyez complètement honnête. Si vous pouvez faire ça, je considérerais de poursuivre cette conversation. Elle se cala dans sa chaise et déboutonna son tailleur. Quand l'avez-vous découvert? Elle est partie parce qu'elle ne pouvait plus vous affronter, vous ou vos enfants. Depuis, elle n'a eu aucun contact avec vous. Est-ce assez clair pour vous? C'est parfait, en fait. Vous avez visé juste. Alors, quel est le problème? Et si vous suivez l'actualité, vous savez que Darla et Monsieur Emilie ont quelques ennuis. Nous ne pouvons pas annuler ce qui a été fait, mais nous espérons alléger un peu la situation en obtenant rapidement un divorce. J'ai demandé, et alors? Oui, répondit-elle. Et dites-moi encore une fois ce que j'y gagne. La liberté, répondit-elle. Merde, je suis satisfait de la situation actuelle. Vous allez devoir me montrer en quoi ma vie serait meilleure, pas juste identique. Que voulez-vous, Monsieur Connor? De l'argent? Donnez-moi quelque chose à exploiter ici. Quels sont les termes du divorce que vous proposez? Il n'y en a pas. C'est pour cela que cela peut être fait si rapidement, aucun argent ne change de main, aucun bien à diviser et aucune question de garde. Vous partez tous les deux avec ce que vous avez, et aucun de vous ne doit rien à l'autre. C'est propre et définitif. Combien de temps cela prend-il? En moins de 90 jours, répondit-elle. Cela signifie que ce sera définitif avant les élections? Oui, je crois que oui, admit-elle, mais elle ne voulait pas insister sur le sujet. Je dois voir ma femme. Non, en fait, nous préférerions que vous ne la voyiez pas. Je dois rester ici jusqu'à ce que tout soit terminé. Cette question fit soupirer mon invité. Oui, d'accord, je vais accepter cela à une condition, vous devez payer pour ma chambre et mes repas jusqu'à ce que tout soit terminé. Marie B sourit soudainement, et je réalisai que c'était mieux qu'elle ne s'y attendait. J'aurais probablement pu demander une grosse somme d'argent, mais à ce moment-là, obtenir quelque chose gratuitement semblait bien. Je peux préparer les documents et les avoir prêts pour votre signature cet après-midi. Ce serait acceptable? Parfait. Je vais devoir consulter mon avocat,
mais je ne pense pas qu'il y ait de problème. Vous n'avez pas d'avocat. Mais je voulais d'abord en discuter avec Franklin. Votre avocat, demanda-t-elle. Donnez-moi votre carte. Je promets de vous appeler s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Si vous ne recevez pas un appel, apportez-moi les documents. J'étais content que tout soit terminé parce que j'avais besoin de prendre mon petit déjeuner. Je marchais jusqu'à la porte pieds nus, en jean et torse nu. Alors qu'elle s'éloignait, je vis Célie de l'autre côté du parking. Avant que je ne puisse lui faire un signe, elle accéléra sur la route. Après un rasage rapide, je m'habillai et partis en direction du Belly-Up. Betsy me lança un regard sévère en me tendant mon café. J'ai une chance de m'expliquer? Pas pour moi, monsieur Connors. Vous feriez bien d'avoir une bonne histoire pour Célie. Le petit déjeuner était chaud, mais la compagnie était froide. Je terminai aussi vite que possible et appelai Franklin. Il était hors de la ville, mais nous avons pu discuter pendant 20 minutes. Il était ravi de la situation et me conseilla de profiter, tout en veillant à avoir des copies de tout. Il semblait avoir la situation sous contrôle. Peu importe où elle irait, je lui demandai de téléphoner à Célie pour moi. Il riait encore lorsqu'il raccrocha. Il y avait une grande station de lavage de voitures près de l'Interstate 90. Je passai au moins 1 heure à nettoyer la camionnette à la vapeur et à passer l'aspirateur, puis je finis avec un cirage manuel, ce qui me prit encore 1 heure. Cela aurait été plus facile de payer quelqu'un pour le faire, mais j'avais besoin de cette thérapie. Je pris un déjeuner au Cracker Barrel et, avant de repartir, réussis à éviter la colère de Betsy. Cette fois, elle était garée juste devant la porte de ma chambre. Célie descendit du 4x4 quand j'arrivai et semblait un peu gênée. Il était facile de voir à son expression que Franklin avait appelé. Elle passa les 2 heures suivantes à s'excuser auprès de moi. Parfois, la culpabilité est bénéfique. Elle était déjà partie quand mademoiselle Stein retourna avec les documents à signer. Pour une raison quelconque, elle me fit également accepter un chèque de 10 000. La campagne d'Aimier continuait de s'effondrer, mais ma demande de divorce passa rapidement par le système juridique. Trace était maintenant à Collège Station et avait un ami pour s'occuper de lui. J'étais officiellement divorcé bien avant les élections. Franklin gagna et promit de me rembourser pour mon aide. Je ne sentais pas que j'avais fait grand-chose, mais je lui dis que je considérerais cela comme équitable s'il me donnait sa sœur. Cela me valut un autre coup de poing sur le bras de Célie. Les choses ne se passèrent pas aussi bien pour Darla après les élections. Quelqu'un décida de l'accuser de bigamie. De toute façon, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, elle disparut simplement. Elle était douée pour ça. Je n'ai jamais pu la voir ou lui parler. Je vendis la camionnette et achetai une maison ainsi qu'une petite carrière de gravier près de Huron. Célie et moi nous sommes mariés à Noël, et mes 5 garçons étaient tous présents. Betsy déménagea dans la maison mobile et promit de bien s'occuper d'elle. L'échographie annonça que nous aurions une fille. Quelqu'un connaît-il de bons prénoms de filles commençant par la lettre T? Et voici le récit du Reddit d'aujourd'hui. Bien, maintenant je vais partager mon avis sur ce récit. Dans ce récit, nous avons vu que la maîtresse a découvert l'infidélité de l'épouse le jour de son anniversaire et a dû chercher des réponses parce qu'elle a simplement été lâche et a fui les conséquences. Elle s'est impliquée avec l'homme marié de son travail et l'a laissé dans l'ombre. Quand il a appris ce qui s'était passé, il a donné une bonne leçon au traître et a fini en prison. Mais pas satisfait, il est sorti de prison et a de nouveau frappé ce traître. C'était presque drôle. Je pense qu'il a bien agi jusqu'ici, mais ensuite il s'est retrouvé impliqué avec une mère célibataire. Encore un qui fait cette erreur, et elle semble être très ennuyeuse et autoritaire. Mais que voulez-vous? Ces gens adorent finir mal dans les récits. Ce fut un récit intéressant. Bref, c'est mon avis. J'aimerais savoir le vôtre. Qu'en avez-vous pensé? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous avez aimé ce récit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci de regarder et consultez aussi les vidéos de la chaîne.